Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Meetup. Merci à tous d'être là et bienvenue donc chez Epitech qui nous accueille à nouveau pour cette nouvelle édition pour nous permettre de streamer, d'enregistrer et de permettre au plus de monde possible de voir ensuite ces vidéos. On accueille aujourd'hui Kwasi qui nous vient tout droit de Côte d'Ivoire. On fait un petit voyage aujourd'hui en Afrique. Salut Kwasi. Salut Amélie. Bienvenue et donc Kwasi aujourd'hui va nous parler un peu de state management. Si vous étiez là la dernière fois, on avait parlé de state management avec Recoil, qui est une librairie externe pour gérer son state. Mais aujourd'hui, Kwasi va nous revenir un peu sur les basiques, sur les notions de React qui aussi nous permettent de manipuler le state de nos applications, sur des éléments un peu plus natifs ou basiques et les mettre un peu en perspective par rapport à tout ça, nous apprendre un peu pourquoi ils existent et comment les utiliser, revenir sur ces bases-là pour comprendre comment nos applications React sont régies et comment on peut mieux les utiliser aujourd'hui. Cette présentation, Kwasi, devrait durer à peu près 3 quarts d'heure. Puis si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et Kwasi répondra à la fin ou au fur et à mesure s'il les voit, mais n'hésitez pas à y poser vos questions. Pensez à vous enregistrer aussi sur Twitch si vous voulez pouvoir poser des questions. C'est à toi, Kwasi, bon courage. Merci Amélie. Alors, on va débuter. Bonjour à certains, ça va dépendre vraiment du temps, sinon bonsoir à d'autres. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour pouvoir parler un peu des notions vraiment basiques en ce qui concerne en fait le management en fait de data, du global data en fait en React, qui est une librairie JavaScript développée par Facebook. Mais bien avant toute chose, je pense que je vais mieux me présenter. Je suis accladé Kwasi Sosten, développeur JavaScript. Donc, du coup, je fais principalement du React avec du TypeScript et aussi en fait du Node.js côté backend lorsqu'il me faut faire du backend. C'est un peu ça me concernant. À part cela aussi, je suis mentor chez Open Classroom sur le parcours en fait développeur front de Open Classroom. Et aujourd'hui, je suis en fait là pour vous partager un peu ma connaissance, ce que je sais sur le management en fait du state global en React. Alors, on va rapidement aller sans tarder. On va essayer de voir un peu d'abord c'est quoi React. Voilà, savoir. Alors, donc, comme pour certains, tout le monde le sait, React a été développé par Facebook, sorti en 2013. C'est une librairie JavaScript. Voilà, ce n'est pas un framework, ça on le dit tout le temps, c'est une librairie JavaScript qui nous permet en fait de pouvoir développer des interfaces utilisateurs, que des interfaces utilisateurs. On ne fait pas de back-end, ça ne fait pas en fait du back-end, ça fait que le front des applications. Et en React, en fait, tout est basé sur la notion de composants, c'est-à-dire un bouton, quoi que ce soit, tout est un composant, même toute l'application en entière est un composant en React.js. Également, on utilise en fait du JS6 qui est en fait une annotation JavaScript, un peu comme du HTML, mais ce n'est pas du tout du HTML, c'est du JS6. Et également React, comme je l'ai dit, en fait, c'est juste le V, en fait, la vue que cela permet de faire, pas en fait du back-end ou du modèle et autres. React nous permet de développer juste des interfaces utilisateurs pour nos applications, donc des SPA. Alors, lorsque React est sorti, on utilise toujours React pour développer des applications. Mais après, on se rend compte d'un souci, d'un problème, c'est-à-dire que le problème du prop dryling, c'est-à-dire faire passer des composants, en fait, des props à des composants, en fait, du parent à l'enfant jusqu'à, en fait, pour pouvoir juste avoir une donnée, nous sommes obligés de faire passer des données, des profs à des composants, TST, jusqu'à ce qu'on arrive, en fait, au composant qui doit utiliser la donnée. Ce problème-là, lorsqu'on rencontre en fait ce problème, on se rend compte que ce n'est pas un griffe trop intéressant, trop cool en fait de développer de cette manière juste pour faire passer en fait des données d'un composant à un autre, on est obligé de passer par plusieurs composants. C'est ce problème en fait qui a vraiment suscité la notion de
de state management. Et c'est quoi en fait cette notion? C'est le fait de pouvoir rendre disponible en fait une donnée de façon globale au niveau de notre application. C'est-à-dire qu'on ne sera plus obligé de faire passer une donnée d'un composant à un autre forcément en fait pour pouvoir la récupérer en fait dans le composant. La donnée sera centralisée, disponible en fait dans un lieu et on pourra en fait s'y abonner et récupérer les données quand on veut, comme on veut, à n'importe quel moment. C'est ça en fait la notion de global state en React. Et la solution en fait qui est beaucoup plus connue lorsqu'on parle de state management en React, c'est tout de suite Redux. Redux est sorti il y a bien longtemps et maintenant, jusqu'à maintenant, en fait, c'est la solution la plus utilisée dans le monde par les développeurs React, pas seulement React, mais c'est la solution la mieux utilisée pour pouvoir gérer en fait des données de façon globale aujourd'hui dans le monde de la tech côté front. Et donc, aujourd'hui, bien avant, bien qu'il y ait ça aussi, il y a une autre solution également qui existe, qui est le Contest API. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu à quel moment, en fait, il serait très judicieux d'utiliser Redux et à quel moment il serait très judicieux d'utiliser le Contest API. On verra c'est quoi exactement ces deux solutions. On verra quels sont les avantages que ces deux solutions proposent, ainsi que de suite. Et donc, là, on va essayer de voir un peu c'est quoi Redux. Et donc, comme je l'ai dit, en fait, Redux est une solution de gestion de state en React aujourd'hui. Redux est basé un peu sur l'implémentation Flux. Rappelez-vous, Flux n'est pas en fait un framework ou une lib. Flux est juste en fait une guideline, c'est-à-dire une manière de coder. C'est un peu ça avec les actions, les réducteurs, les dispatchers et autres. Cela existait au sein de Facebook. C'est cette solution, en fait, c'est cette manière qu'ils utilisaient pour pouvoir développer les interfaces utilisateurs chez Facebook, comme l'application Facebook même qui existe aujourd'hui, la plateforme Facebook. Redux a certaines notions vraiment basiques à connaître. C'est-à-dire que lorsque on utilise Redux aujourd'hui, on ne peut qu'avoir une seule source de vérité. Quand je dis source de vérité, c'est-à-dire on peut qu'avoir une seule source de données en fait. On ne peut pas avoir des données ici, également avoir des données de l'autre côté dispatchées. On a un seul lieu où nos données sont et on s'y abonne pour pouvoir récupérer les données également et autres. Le state également est en read-only, c'est-à-dire le state ne change pas. Quand je dis ne change pas, c'est-à-dire on ne peut pas muter le state en Redux. On ne le mute pas, en fait, on retourne toujours un nouveau state. Et également, les changements, en fait, le state est muté, bon, pas muté, mais je dirais que pour pouvoir récupérer, en fait, un nouveau state, on est obligé, en fait, de passer par des fonctions pures qui sont appelées des réducteurs en Redux. Et il y a également la notion d'action. Les actions, en fait, sont simplement, en fait, des objets, des simples objets qui contiennent obligatoirement un type, le type d'action qui sera faite, et également optionnellement une payload, c'est-à-dire une donnée qui sera envoyée dans le réducteur et le réducteur également pourra renvoyer et retourner en fait le nouveau state. Et donc cette notion-là, elle est vraiment très importante, c'est-à-dire en Redux, on a le previous state et l'action, et également ça retourne en fait un nouveau state. C'est vraiment ce qu'il y a à retenir en Redux. Je prends un exemple. Lorsque vous avez votre application, comparable par exemple à un magasin, lorsqu'on va faire des achats, voir en fait, je prends l'exemple d'un supermarché, lorsqu'on ira faire des achats pour venir exposer en fait au supermarché, lorsqu'on fait les achats, on ne les expose pas directement au supermarché dans les rayons. On les met quelque part qui est appelé stock et c'est du stock. On essaie de fixer les prix et autres et c'est du stock maintenant que ces marchandises en fait arrivent au rayon. C'est également pareil en Redux. La notion de gestion de state. Lorsque les données vont quitter au back-end ou les données vont quitter depuis l'utilisateur, les données vont aller quelque part qui est appelé le store, le magasin en fait des données, et c'est de là qu'on pourra récupérer soit les données ou bien les envoyer depuis le back-end. On revient un peu sur l'architecture Flux de Redux, sinon de Facebook, l'architecture sur laquelle Redux est basé. Nous avons en fait la vue qui existe et une action sera faite et cette action-là sera dispatchée. Quand elle sera dispatchée dans le réducteur,
le Redux en fait va retourner le nouveau state et cette donnée-là également sera renvoyée en fait à l'utilisateur. Donc, quand l'utilisateur cliquera sur un bouton ou bien effectuera une action, il s'attendra sûrement en fait à un résultat. Mais tout ce qui se passe en bas, lui ne sait pas. C'est tout ce qui en fait se passe en bas pour pouvoir retourner également le résultat à l'utilisateur. Et donc, du coup, on voit un peu le flow de Redux. Toujours la vue, en fait, une action est faite. Et lorsque vous voyez en fait l'action, comme je viens de le dire, un type, également un payload, c'est-à-dire la donnée qui sera envoyée dans le store. Donc, l'action est dispatchée dans les réduceurs et les réduceurs également en fait retournent le nouveau state de notre application à la vue. Donc, c'est cette routine en fait qui est faite à chaque fois. On va essayer de voir un peu, il y a des snippets de code en fait qui sont là pour voir un peu comment est-ce que ça s'implémente, comment est-ce qu'on peut également l'intégrer à un projet. C'est carrément tout simple. On a les deux livres qui sont vraiment très importants, Redux et React Redux en fait, qui sont très importants pour intégrer Redux à une application React existante. De Redux, on tire en fait la fonction create_store. Et également de React Redux, on importe le composant provider. Donc, on englobe en fait avec notre application le composant provider. Donc, le composant provider va englober toute la totalité de notre application. Du coup, tous les composants qui seront dans ce composant pourront avoir accès en fait à notre store, c'est-à-dire notre magasin de données, notre donnée générale, notre global state. Donc, ce composant a un propre qui est le store et on lui affecte en fait le store. Donc, le create store, simplement en fait, il prend en paramètre les réduceurs. Comme nous venons de le voir ici, ces réduceurs-là en fait retournent le nouvel état. Donc, ce create store prendra en paramètre les réduceurs et va retourner en fait le nouvel état et cet état-là sera disponible au niveau de nos composants, sinon de la totalité de notre application. Comment est-ce que en fait le réduceur est? Comment est-ce qu'il fonctionne? C'est une fonction pure, ce sont des simples fonctions en fait qui prennent en paramètre deux arguments, un state, c'est-à-dire le state actuel, et également l'action qui sera faite. Et donc, du coup, en fonction de l'action qui est faite, il va retourner en fait l'état. Si vous voyez très bien ici, on ne change pas l'état, on recopie en fait l'état actuel et on essaie de, dans cet état-là, on essaie de changer en fait la variable isLogit par la nouvelle donnée en fait qui revient. Donc, l'état est toujours pareil, on ne change pas, on ne mute pas, mais on retourne toujours un nouvel état dans Redux. Comment est-ce qu'on peut avoir maintenant accès en fait à nos données à partir de nos applications, sinon de nos composants? C'est carrément simple. On a un use selector et un use dispatcher en fait qui est providé depuis le React Redux. On essaie d'avoir accès à notre store à partir de use selector et on passe le state, on get le state. Sinon, le dispatcher qui nous permet d'envoyer des actions également dans le state avec le dispatcher. Donc, il est dispatché avec un type, comme je l'ai dit tout à l'heure, forcément un type, et également la donnée qui sera dispatchée, qui sera envoyée dans notre store. Alors, voici un peu, à partir de là, tout le monde est devenu héros en Redux, tout le monde sait c'est quoi vraiment Redux, comment est-ce qu'il s'utilise de façon basique, de façon très très basique, comment est-ce qu'il s'implémente, la notion clé à retenir et autres. Alors, il y a également bien entendu des avantages à utiliser Redux, également des inconvénients, pas trop graves. Alors, lorsqu'on utilise en fait Redux comme avantage, ça te permet de structurer en fait ton application d'une façon responsable. Voilà. Ça demande une certaine architecture à respecter et lorsque tu respectes cela, à mesure que tu utilises, en fait, tu deviens, je dirais, un héros en Redux, en fait, et React. Également, il y a des extensions qui existent, en fait, qui te permettront, en fait, de pouvoir suivre ton store. Voilà. Il y a des extensions comme Redux DevTools qui existent en fait, qui vont te permettre de pouvoir suivre ton store, les mutations qui sont faites et autres, tout ce qui est fait. Et également, il y a des librairies tierces en fait qui existent qui vont te permettre de pouvoir gérer les actions asynchrones. C'est-à-dire lorsque tu vas récupérer des données depuis le back-end,
les actions seront asynchrone, les données seront forcément pas disponibles en même temps que tu vas lancer une requête. Il y aura des promesses en fait. Donc du coup, tu pourras faire ces actions lorsque la donnée sera disponible. Et Redux Func ou Redux Saga te permettent également de gérer ces cas d'utilisation. Comme inconvénient, la première des choses, c'est que c'est difficile à adopter pour quelqu'un qui vient vraiment de commencer en React. Pour quelqu'un qui vient de débuter avec du React, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, en fait, un peu difficile à adopter, à mettre en place, à retenir comment dirais-je, comme notion. Je me rappelle très bien, lorsque j'ai débuté en React, c'était vraiment compliqué pour moi. Je suis tombé sur une application où Redux était implémenté, mais ce n'était pas Redux vraiment basique, c'était du Redux avancé. Donc, ça a été très compliqué, très, très dur pour moi de pouvoir vraiment me retrouver non seulement dans le code, mais de pouvoir en fait m'y habituer. Petit à petit, ça a été. Donc, sur le coup, c'est compliqué pour pouvoir adopter pour quelqu'un qui vient de commencer en React. Également, le truc, c'est que ce sont des librairies tierces également à installer. C'est-à-dire que Redux n'existe pas automatiquement, en fait, nativement dans React. Redux et React Redux, en fait, sont des librairies tierces que vous devez installer également pour pouvoir continuer à développer. Donc, du coup, là, on pourrait parler un peu de la performance de l'application. Ça pourrait jouer un peu sur la performance de l'application. Ça installe également d'autres dépendances et tout ça. Alors, excusez. Alors, bien vu tout ce qu'on vient de voir. On vient de voir le cas de Redux. Ça nous permet de pouvoir gérer en fait les données de façon globale. On n'est pas obligé franchement de pouvoir utiliser, de pouvoir faire passer les composants, de faire le propre drying en fait, jusqu'à un composant imbriqué tout bas. Redux permet également cela, de pouvoir gérer cela, de pouvoir centraliser nos données, avoir accès à nos données. Également, ça permet une bonne architecture de notre application et autres. Mais bien vu tout ceci, pourquoi aujourd'hui on se pose la question, mais pourquoi en fait il existe également une nouvelle fonctionnalité dans React qui est le contexte API qui permet également de faire ceci. Dans ce petit React, en fait, Redux permet déjà de gérer le state de façon globale et répondre également à la problématique du propre drying. Pourquoi est-ce que le contexte API serait également en fait disponible ou bien développé par Facebook aujourd'hui et mis à la disposition des utilisateurs? Ben, ce que moi je dirais, c'est que le Redux, en fait, on ne peut, si tu l'intègres dans une application, une petite application, je dirais en grip que tu perds vraiment ton temps parce que ça demande beaucoup de configuration, beaucoup de configuration. Donc, du coup, le contexte API a été mis en place pour gérer en fait les données de façon globale, mais pour les petites applications, c'est-à-dire juste partager, c'est pas peut-être un thème, la langue, ou bien juste faire passer une donnée d'un composant à un autre, si c'est ça vraiment le contexte est fait vraiment pour ça. C'est pas vraiment nécessaire de pouvoir utiliser Redux. Mais on va voir également comment est-ce que le contexte API également il s'utilise, comment est-ce qu'il s'implémente et autres. Alors, comme je le dis, en fait, le contexte API a été sorti, publié officiellement dans React 16.3 par Facebook. Cela existait bien avant, mais c'était utilisé en interne. Mais ils ont pensé externaliser cela en fait dans le React 16.3. C'est une solution vraiment native au propre drying, c'est-à-dire tu n'as vraiment pas besoin, sinon nous n'avons vraiment pas besoin d'installer une librairie tierce. Cela existe nativement en fait en React. Lorsque tu installes, tu démarres un nouveau projet React, tu as tout de suite la possibilité de pouvoir gérer en fait le state de façon globale avec le contexte API. Il y a trois notions vraiment à retenir dans le contexte API, c'est que en fait le contexte est un objet pas forcément, mais généralement en fait ce serait un objet qui sera partagé par les composants. Il y a un provider, il y a un props, il y a un provider en fait qui est disponible également, qui va permettre de provider les données aux composants. Également le consumer qui existe en fait, qui va permettre aux composants de pouvoir consommer, sinon avoir accès aux données qui sont providées depuis le contexte. Également, comment est-ce qu'il s'implémente de façon basique?
façon rapide, de façon très claire, très simple. C'est vraiment simple. On importe des React, de créer contexte, en fait, et on crée notre tool. Donc, notre contexte est vraiment créé dans notre application React. Et cela également, en fait, là, vous voyez que le provider, ce composant également, il y a un composant provider, en fait, qui a une propre value. Et c'est à cette pour ça qu'on pourra, on essaiera en fait de passer toutes nos données qu'on pourrait avoir en fait dans notre contexte. C'est tout. On n'a pas installé de librairie tierce, on n'a pas installé de quoi que ce soit, juste importer cela et le tour est joué. On a notre contexte, c'est-à-dire en quelque sorte, on a notre donnée qui est disponible de façon globale pour toutes nos applications, en fait, pour tous nos composants qui seront imbriqués dans le contexte provider. Comment est-ce qu'en fait, on récupère, on peut setup cela au niveau de notre application. Comme Redux, on essaie également d'envelopper la totalité de notre, ou bien la partie de notre application par le contexte. Soit la totalité, ça va dépendre de toi, soit la totalité ou la partie, là où on voudrait que les informations soient disponibles, on essaie d'envelopper ces parties-là en fait par le provider. Et pour avoir également accès au contexte et également changer la donnée. Dans le contexte, on utilise également depuis React le use context. Ça, c'est vraiment les composants fonctionnels. On utilise le use context qui est un outil aujourd'hui en fait qui permet de consommer le contexte sans vraiment passer par les templates comme le consumer pour pouvoir avoir accès en fait aux données de façon simple. On a accès à notre contexte, on a accès également à nos données. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme avantage également et inconvénient? Il y en a assez, mais j'en ai énuméré que certains inconvénients et certains avantages. Alors, l'avantage, c'est que, comme je l'ai dit, le Contest API est une solution native. Le Contest API existe nativement en React. On n'a pas besoin d'installer une librairie tierce. C'est facile à prendre en main. Lorsque vous voyez, vous-même, vous voyez, en fait, là, on a juste créé notre contexte. Pas besoin d'action et autres, tout ça. Et on a l'enveloppe et on a accès aux mute et autres. Donc, c'est facile à mettre en place. Également, un autre bonus, je dirais bonus, c'est qu'on a également la possibilité de pouvoir utiliser le contexte API comme un Redux grâce aux hooks qui existent aujourd'hui. Excusez. On a également la possibilité de pouvoir utiliser aujourd'hui le contexte API comme un Redux, faire une implémentation like Redux en fait avec les hooks. Et on verra cela également dans la démo. Le truc également, c'est qu'on peut créer des contextes juste pour des parties de notre application, pas forcément englober la totalité de l'application, mais on peut également en fait créer des contextes, plusieurs contextes également pour certaines parties de nos applications. Comme inconvénient, en fait, ce serait un peu difficile, compliqué d'intégrer cela dans une application, dans une grosse application. Une application moyenne ou bien de grande taille serait très compliqué. C'est pas vraiment conseillé, c'est pas du tout conseillé d'utiliser le contexte API parce que ça ne permet pas en fait les mutations de grandes instances de grande fréquence actuellement. C'est juste soit avoir accès au thème ou bien des données de l'utilisateur ou tout ça. Voilà. Également, tous les composants qui sont abonnés à notre contexte en fait seront à chaque fois rendus lorsque le contexte sera en fait rappelé. Donc, ils seront à chaque fois rendus. Alors, on voit un peu les deux. Nous sommes maintenant à 0. On sait à quoi sert Redux, à quoi sert le contexte API. De façon globale, les deux permettent de juster de notre application. On sert les avantages et les inconvénients, comment les implémenter et autres. Alors là, on va se poser maintenant, il y a une question récurrente qui sera là. À quel moment, en fait, pourrais-je utiliser soit Redux
quel moment pourrais-je utiliser Context API? Alors, cette question, en fait, la réponse est vraiment relative. Pour moi, vu la complexité de Redux, vu vraiment la complexité de la configuration et autres, ce serait très, très intéressant d'utiliser en fait Redux dans les grosses applications. Vraiment les grosses applications, une perte de temps pour toi de pouvoir intégrer Redux dans une très grosse application ou une moyenne application. Également, si vous avez l'envie d'avoir accès, en fait, de suivre les actions et tout ce qui est fait au niveau de, également, en fait, de votre global state, vous pouvez également utiliser Redux parce que ça met à votre disposition le DevTools Redux, DevTools, en fait, qui permet de pouvoir suivre les actions, l'état précédent et autres. Tout ça, en fait, est disponible. Pour pouvoir utiliser le Context API, je pense que si c'est juste pour faire passer des props données entre les composants, ce serait en fait le Context API. Si c'est pour faire passer, si c'est pour avoir de façon globale, en fait, un thème ou bien la langue de l'utilisateur, le thème que l'utilisateur aura choisi, ou également, en fait, l'authentification, ce serait très bon, très, très, très judicieux d'utiliser Context API. Les gars, voilà un peu, les gars, ce que j'avais à dire sur cette partie. Et là, on va voir en fait une démo, un cas d'utilisation de Redux, également un cas d'utilisation de Context API. Alors, dans cette partie de Redux, on a intégré en fait un backend. Donc, du coup, on considère que c'est une grosse application, même si c'est une petite application, mais on se met en tête que c'est une grosse application et on a intégré Redux. L'idée, c'est de voir comment est-ce que ça s'implémente dans la vie réelle, comment est-ce que cela s'utilise lorsque vous devez également faire des appels API ou bien envoyer également des données depuis le backend, avec Redux, comment est-ce que cela fonctionne. Et également, j'ai utilisé également le cas du Context API juste pour une petite application, un task manager. J'ai fait les deux cas. Comme je l'ai dit, on a la possibilité d'utiliser le Context API comme leader. J'ai fait de façon simple, de façon native, comme le Context API s'implémente. Et la même application a été reprise également avec le Context API, mais là, comme Redux, en fait, comme si on avait intégré Redux, mais on n'a pas intégré Redux, c'est juste avec le Context API. Alors, donc, je vais partager l'écran. Un instant. Alors, on reçoit ici, alors on a notre application en fait qui est là. On a le dossier Redux qui existe. Comme je l'ai dit, il doit être, bon, dans le dossier Redux, l'architecture vraiment dépendra vraiment de vous. On considère que c'est vraiment une grosse application, même si c'est une petite application. On a ici, en fait, là, lorsque j'ouvre ce truc, on a la totalité de notre application qui est, attendez que je vais descendre ça, voilà. On a la totalité de notre application qui est là. Et le provider, comme je l'ai dit, en fait, le provider depuis la racine de l'application, le store doit être disponible depuis la racine de l'application. Donc, du coup, là, vous voyez que j'ai englobé la totalité de l'application avec le provider. J'ai été englobé et donc, on a le store. Donc, du coup, notre application, nos données sont disponibles partout dans l'application. Avec on a un state global qui est ici. Donc, du coup, lorsqu'on va vouloir faire des appels API ou bien envoyer des données de backend, on ne va pas en fait le faire de façon classique, mais on va passer par le store. Ne faites vraiment pas attention au TypeScript, juste le côté Redux. Alors, lorsque je vais dans le dossier Redux, on a les trois notions dont j'avais évoqué, les actions, les réducteurs, également le store. Le store, en fait, c'est là où on crée notre magasin. Vous avez notre store, notre state global. Lorsque j'ouvre, en fait, on a le store qui est créé. Là, on a le store est créé et le store prend, en fait, pour créer, en fait, le store, on a besoin du create store, comme je l'avais dit depuis Redux. Et donc là,
Et également, je passe en fait le store. Ça, ce sont vraiment des middleware qui sont appliqués en fait pour pouvoir gérer soit les actions synchrones et autres. Donc, notre store est créé là. Nous avons le store créé depuis là jusqu'à cette ligne en fait, créer le store. Également, cela est envoyé depuis ici. Donc, j'ai accès au root store ici, que je récupère ici, et je passe les deux paramètres dont j'avais besoin également. Je prends mon store et je la passe à mon application. Donc, mon store est créé. Lorsque je viens dans le réduceur, d'abord les actions. On a les actions qui sont disponibles. Comme je l'ai dit, une action est un type. On a le type et également la donnée. Moi, je sais ce que je vais passer lorsqu'on va faire en fait cette action. Lorsque cette action sera faite, c'est cette donnée que je vais passer. Et donc, je passe cette donnée à mon action et cela sera dispatché dans le store. Également, on parle également de la notion d'action creator, c'est-à-dire les créateurs d'actions, ce sont des fonctions en fait qui vont retourner notre action. Donc, deux façons en fait de créer, de pouvoir faire des actions. J'utilise ça, c'est pas utilisé. Juste un exemple qui est mis là. Ces actions, lorsque ces actions seront faites, on va dans le réduceur. Là, vous voyez déjà en fait beaucoup de trucs, c'est vraiment fait des trucs basiques. Il y a certaines choses qui ont été vraiment, je dirais, omises. Mais vous voyez déjà en fait la complexité. On doit avoir un store, après les actions, les types d'actions, même on pourrait créer un dossier pour voir les types d'actions, externaliser cela et autres. Mais déjà, la complexité. On a le réducteur en fait qui est là, qui est juste une fonction. Voici tout le réducteur en fait de l'application, juste une fonction qui prend un paramètre, comme je l'avais dit, le state et également l'action et qui retourne en fait un nouvel état. Il va retourner un état du type state en fait qui existe, ça c'est le truc. Donc lorsque cette action sera faite, qui est là, alors, je vois l'action ici. Lorsque cette action sera faite, qui est ici, je ne change pas en fait, je ne change pas d'état, mais je retourne en fait un nouvel état. Donc, vous voyez en fait cet état, je retourne dans le data également les anciennes données qui existent, je les retourne plus les nouvelles données qui sont envoyées dans notre réducteur et autres. Ainsi pareillement pour ici. Maintenant, ça c'est vraiment le côté Redux. Ça existe, notre store est créé, les données sont là, les données sont de façon globale. Maintenant, comment en fait avoir accès à ces données depuis nos composants? Là, on va maintenant en fait dans les pages. Pour s'abonner, j'ai deux composants qui existent. On s'abonne en fait à notre store à partir de la fonction connect qui vient de React Redux. Ici, on s'abonne à notre store de cette manière en fait. Donc du coup, de cette manière, on est abonné au store. Donc tous les composants dont on aura besoin, en fait, tous les composants qui vont avoir besoin de la donnée depuis le store, avec cette fonction, en fait, avec cette annotation, on s'abonne au store et on a les données disponibles. Ces deux paramètres qui sont passés à la fonction connect. Ici, on a le map state to props et le map dispatch to props. Du coup, ça nous permet de récupérer l'état, le state, les données, et ça nous permet de pouvoir dispatcher une action dans le store. Et voici comment en fait on s'y prend tout simplement. Ici, je récupère le map state propre, je récupère en fait les données que je veux. Donc du coup, ici, même si je n'ai pas vraiment besoin de la donnée, mais je peux quand même avoir accès à cette donnée sans vraiment passer de props à de props en fait à ce composant également là où il est appelé pour pouvoir avoir la donnée ici. Directement, à partir de là, je peux avoir accès à la donnée. Également ici, je envoie l'action depuis en fait mon composant au store. C'est carrément tout comme truc. Et lorsque vous voyez de façon native, de façon classique, on a généralement en fait un state, on peut avoir un state ici, le use state en fait pour gérer vraiment l'état local et on stocke les données qui seront entrées en fait, qui seront entrées dans les formulaires et ces données là maintenant lorsque ce sera fini, on pourra les prendre pour envoyer depuis le backend
Mais là, on ne fait pas cela. On envoie en fait les données. Lorsqu'elles sont saisies, elles sont dispatchées directement en fait dans le store. Et lorsqu'on va envoyer dans le store, on va les récupérer dans le store en fait pour les envoyer. Donc le proxy user, lui, il vient de là, qui est ici, qui vient de là en fait. Les données qui sont dispatchées dans le store, je les récupère et ce sont les données que j'envoie au back, tout simplement. Voilà. Là, je pense que ça, c'est également, j'ai eu accès aux composants. Également ici, c'est pareil, c'est tout à fait pareil pour avoir accès à l'information globale. C'est ainsi qu'on s'y prend, tout simplement. On s'abonne et on a accès à notre store. On peut envoyer des données, on peut récupérer des données, tout simplement. Ça, c'est la partie Redux. Maintenant, on va essayer de voir comment avoir également accès à nos données de façon globale en utilisant en fait le contexte API. Je vais partager un autre écran. Voilà. Voilà. Alors, ici, comme je l'ai dit, on a disponible en fait deux contextes. Comme je l'ai dit, on peut créer plusieurs contextes. Donc, il y a un simple contexte en fait qui est de façon simple. Également, il y a un contexte qui est créé de façon à la manière Redux. On peut également une possibilité de pouvoir faire comme si on fait du Redux, mais pas forcément, pas tout au fond du Redux. Là, je vais d'abord en fait montrer le contexte, le simple. Le contexte, comme je l'ai dit, on importe de React, de create context. Je vais descendre ça. Voilà. On importe de Redux le create context et on crée notre contexte. Donc, notre contexte est créé avec les données initiales qu'on veut. Le consumer, bon, on peut, comme je l'ai dit, le consumer, on peut l'exporter pour pouvoir en fait envelopper nos composants qui auront accès à la donnée. On a le provider, comme je l'ai dit, qui est fait, et la props value qui prend en paramètre en fait comme valeur toutes les données qu'on voudrait en fait dispatcher ou bien mettre à disposition des composants. Et cela va envelopper en fait les composants qui seront passés comme des props shaders. Ça, c'est de façon simple, de façon native, je dirais, comme ça s'utilise de façon classique, le contexte API. Pour avoir accès, pour pouvoir envelopper en fait nos données, ici vous voyez que là je l'enveloppe comme le Redux en fait, je l'enveloppe avec toute mon application qui est là, je l'enveloppe avec toute mon application et donc tous les composants qui seront ici pourront s'abonner, pourront avoir accès facilement, si simplement à la donnée qui est disponible dans mon contexte. Et donc je vais venir voir maintenant comment est-ce qu'on s'abonne. Comment est-ce qu'on peut récupérer des données depuis le contexte et comment est-ce qu'on peut envoyer des données depuis le contexte, comme Redux. Lorsque je viens ici, dans le contexte form, on importe simplement le contexte et on utilise le use context, le use context, on a accès en fait à toutes nos données. Donc on récupère ce qu'on veut et bingo, on fait ce qu'on veut de nos données qu'on récupère depuis en fait, le contexte. Ici, juste là, et on a accès à nos données. C'est pareillement partout, jusque-là, on a accès à vraiment nos données parce que ces composants sont imbriqués en fait ici. Donc, du coup, on a accès à toutes les données depuis nos composants, également ici. Ça, c'est de façon simple, avec le contexte simple. Maintenant, il y a une implémentation possible pour pouvoir également utiliser comme un Redux. Également, c'est ce qui est fait. Toujours est-il qu'on crée toujours le contexte. En fait, on crée toujours le contexte qui est là. Et là, également, c'est également pareil. Mais là, ce que je fais, je vais utiliser en fait le use reducer, qui est également semblable en fait un peu au user state. Mais la différence est que on dispatche en fait les actions. On dispatche les actions pour pouvoir mettre à jour le state local. Donc, on utilise le use state en fait et je passe le reducer. Donc, on crée un reducer comme un Redux qui est là. J'ai créé le reducer qui est là. De façon simple, le reducer est créé. Et donc, c'est ce reducer là,
c'est la même notion comme un Redux. Ça prend en paramètre le state, également l'action, et ça retourne en fait un nouvel state, tout comme Redux. Et donc, cela, je le passe en fait au use reducer. Et je passe un état initial. Et donc, du coup, cela est disponible depuis en fait mes composants qui seront englobés par ce contexte. Dans le contexte, de façon simple, le value en fait prenait les fonctions. Bien entendu, on pouvait passer également les fonctions qu'on voudrait en fait mettre à disposition ou quoi que ce soit, mais de façon basique, de façon claire, simple, on met à disposition le state et le dispatcher en fait pour pouvoir muter le state qui sera là, qui est dispo ici. Et donc, lorsque je vais dans cette partie de contexte like Redux, bien entendu, on fait ceci, on enveloppe tous nos composants du contexte. Et lorsqu'on se rend dans la partie où nos composants auront besoin des données, bien entendu, au lieu d'avoir soit la donnée ou bien on importe directement en fait le state et le dispatcher. Et on dispatche également des données en fait dans le state comme un Redux. On dispatche également des données dans le state comme un Redux. Tout simplement à la partie où on veut en fait, on dispatche les données simplement comme un Redux est fait. C'est également pareil ici. On récupère, on a juste besoin du state, de la donnée qui est disponible dans le state. Donc, on récupère juste le state, le task, et puis voilà. Également pareil ici, on dispatche soit la donnée dans le state de façon truc et on a également besoin du state là. Ça, c'est vraiment le côté code. Là, on va voir un peu le rendu, ce que ça donne et on va voir le DevTools, en fait, comment est-ce qu'il fonctionne et on verra lorsque une action est faite et autres, comment est-ce qu'on a accès en fait à tout ça. Alors, donc, je repartage mon écran un instant pour avoir accès à... voilà. OK. Bon, là, l'application n'est vraiment pas assez terrible. Mais là, on a en fait de disponible, ça c'est la partie faite avec le Redux. On considère que c'est vraiment une grosse application et qu'on doit envoyer des données depuis le back-end. On va également récupérer ces données et autres. Je vais ouvrir mon Redux DevTools. On verra un peu comment est-ce que ça fonctionne. Je pense qu'on ne reçoit pas le Redux DevTools. Un instant. Alors, là, c'est partagé de façon truc. Bon, lorsqu'une action sera faite, je vais en fait, là, j'ai mon Redux DevTools qui a été ouvert dans le net, donc je vais après partager les actions qui seront faites. On verra ensemble en fait pour pouvoir repasser sur toutes les actions qui seront faites lorsque je vais remplir le formulaire. Donc, je vais faire un exemple d'enregistrement. Un exemple d'enregistrement et après on verra l'action qui est faite à chaque fois que je fais un enregistrement. Je vais valider et on verra la disponible ici à la dernière ligne. Donc du coup, ces données ont été envoyées en fait depuis le backend et également récupérées. Là, je vais partager mon Redux DevTools pour voir un peu comment est-ce que là, c'est ça. Ok. Voilà. Je partage mon Redux DevTools. Voilà. Alors, là, ça a été refait. Bon, on va voir un peu ici, en fait, cette action qui a été faite lorsque ça a été rechargé. En fait, lorsque on est venu sur la page d'accueil, c'est-à-dire là où il y a la liste de tableaux, il y a cette action qui a été faite, en fait, qui fetch les datas. Donc, lorsque on peut voir ici le state qui existait. On peut voir notre state, on a
un objet de données en fait, qui existe et on a tout ce qui a été récupéré depuis le back-end et envoyé directement dans le système. On a toutes les données qui sont disponibles là. Également, lorsqu'on veut envoyer, c'est-à-dire tous les champs en fait qui sont mis à jour, là ça a été rechargé parce que lorsque ça a été rechargé en fait, tout est revenu à zéro et c'est l'action précédente qui est là. Donc là, lorsque on remplit en fait un formulaire, cela est mis à jour automatiquement, cela est mis à jour jusqu'à la dernière truc et ce sont les données qu'on envoie. Et lorsqu'on vient sur la page de truc, les données sont récupérées. On peut voir l'action qui a été faite, c'est-à-dire cette action fait user from database. Donc, c'est le type d'action et le payload qui a été également envoyé avec, ce sont ces données-là qui a été également envoyé avec. Et donc, voici un peu côté Redux. Là, je vais repartager en fait mon écran également concernant les données contexte, de contexte API et voir un peu. OK. Là, voici un peu notre application. Avec, ça, c'est la partie simple contexte, c'est-à-dire la façon simple. On peut envoyer on peut également on peut enregistrer des données, on peut les supprimer. Également, pareil, on peut également switcher pour aller en fait sur le contexte comme Redux et le même scénario également exécuté avec le contexte API des deux côtés. Voilà. Une dernière chose. Alors, sachez que je vais mettre en fait à disposition, ça a été passé de façon pêle-mêle, ça a été passé de façon brève, mais je mettrai en fait à votre disposition ces trois liens en fait pour ceux qui voudront vraiment récupérer le code, pour voir un peu comment ça fonctionne, pouvoir fouiller le code et également s'amuser avec. Je mettrai ces liens, ces trois liens en fait disponibles disponibles également. Vous allez avoir la manière de pouvoir lancer dans le README, tout est mis, pour pouvoir en fait lancer cette partie avec également le backend et autres. Et également là, bon, tout ce qui vient d'être vu, on voit que le contexte API nous permet également de pouvoir gérer le state de la même manière que Redux. On a également la possibilité d'implémenter comme Redux avec le contexte API. Mais là, on va se poser la question, est-ce que vraiment le contexte API ne va pas remplacer le Redux aujourd'hui qu'on a aujourd'hui? Alors, également, ça c'est vraiment relatif. On ne dira pas non, on ne dira pas oui. Le truc, c'est que Redux a toujours sa place pour les applications vraiment très, très volumineuses, très, très complexes, très, très compliquées à utiliser. Redux a également vraiment sa place. Le contexte API, il est vraiment important pour gérer les petits cas, en fait, les petites applications, juste faire passer certaines données ou bien éviter de faire passer des données par des props à des composants tiers qui n'ont vraiment pas besoin de ces données, mais qui sont obligés de les avoir juste pour avoir la donnée à un autre composant. Contexte API est vraiment la solution parfaite pour cela. Mais si c'est une application très volumineuse, très, très grosse qui demande vraiment beaucoup de données, je pense que Redux est le choix parfait, le choix idéal. Sur ce, je vous dirais merci pour votre attention. C'est tout pour moi. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci. Super, merci Kwasi. Super les démos. J'ai pas vu de questions passer dans le chat. Moi, je vais en avoir une très rapide pour toi. Je sais pas si tu as eu l'occasion de faire des applications avec du coup Redux et Context et de devoir les tester chacune. Est-ce que c'est le cas et comment ça s'est passé? J'ai pas compris, vas-y. Est-ce que tu as déjà dû implémenter des tests unitaires sur des applications qui avaient le contexte et ou Redux? Et comment ça s'est passé si c'était le cas? Oui. J'ai déjà implémenté des tests. Également, il y a la possibilité de pouvoir tester les applications faites avec Redux. Même les réducteurs sont testables également. En fait, en Redux, il y a la possibilité de pouvoir tester. C'est quand même très intéressant de pouvoir tester les réducteurs et autres, également les composants qui sont abonnés également au réducteur. Tout ça et tout cela est testable. Également, côté contexte API, c'est également possible. J'ai déjà testé côté Redux. Voilà. Ok, c'est simple à mettre en place et ça coûte pas très cher. Non, je dirais non. Ça va dépendre vraiment. C'est pas très compliqué à mettre en place. C'est pas aussi
si fastidieux que ça. Bon, pour quelqu'un qui aime le code, je pense pas que ce soit vraiment très compliqué pour mettre en place. En gros, c'est pas très compliqué à mettre en place. C'est pas très compliqué. Ça marche. Merci beaucoup. Je vois pas d'autres questions dans le chat, en tout cas. Puis, je pense que si jamais vous avez des questions, j'imagine que Kwasi reste à disposition sur les réseaux sociaux qu'il a cités pour que vous puissiez le contacter. Confirme-moi, Kwasi, si c'est bon pour toi. Oui, voici, je suis LinkedIn ou mon email est également dispo. Je vais mettre les liens en fait, de trucs dans la discussion, je pense. Tout à fait. Après, ces liens dans la discussion et voilà. Là, les gens pourront récupérer pour pouvoir vraiment s'amuser avec. Ou bien il y a une possibilité de pouvoir mettre à discussion après, ou bien voilà. Lorsque ce sera en replay, je pense que ce sera en truc, en description. Oui, tout à fait. Mais justement, j'allais le dire. Du coup, la vidéo sera disponible en replay pour que vous puissiez revoir cette vidéo et éventuellement, du coup, revoir aussi les coordonnées de Kwasi si vous avez besoin de le joindre. Je vais communiquer là-dessus sur LinkedIn, sur Twitter et sur le Meetup. Donc, n'hésitez pas à suivre ces réseaux sociaux-là pour suivre le replay. Puis, donc, merci Kwasi pour cette belle présentation. C'était vraiment très bien. Et merci évidemment à Epitech et à Cédric à la régie pour tout ce travail formidable qu'ils font pour nous depuis que le Meetup existe. C'était il y a quelques mois, mais quand même, ça reste grâce à eux que tout ça c'est possible. Et je suis toujours à la recherche de speakers. Donc si jamais il y a un sujet sur React ou sur React Native qui vous intéresse, qui vous passionne, ou simplement vous avez envie de partager quelque chose qui vous a aidé au quotidien ou qui vous a aidé dans un domaine en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Je suis sûre que ça pourra toujours intéresser beaucoup de monde. Et si jamais vous avez déjà speaké ou pas speaké, c'est pas très important, je peux vous aider et je peux vous aider à mettre en place le talk et à suivre tout ça. Donc n'hésitez pas à me contacter, ça me fera très plaisir. Et merci à tous d'être venus, d'avoir participé. J'espère vous voir bientôt. Prenez soin de vous.